Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 10 novembre 2023. Au sommaire cette semaine, on va parler au co-idéateur d'un réseau social québécois. On rencontre à Paris la présidente de la JFD. On sera à Ottawa pour parler d'un nouveau centre de cybersécurité. Et puis on se déplace à Québec pour parler de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA. Sinon, mes collègues sont aussi de la partie. Il y a Thierry Aubert qui va nous parler de robotique en Suisse, Stéphane Ricoul d'influence en temps de guerre et Jean-François Poulain nous parle de l'éthique de l'utilisation des données dans le monde de l'assurance. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations cette semaine à Louis-Jean Adler, Michel Beauchemin, Elisabeth Petit, André-Claude Potvin et Jean-Richard Lefebvre. Merci à vous pour votre écoute et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez cette semaine. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Et puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. La tech en continu. Vous connaissez Radio Mon Carnet ? C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine. Avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon Carnet, en compagnie de Bruno Guglielminetti. Le site Réseau Contact cesse ses activités à la fin du mois. Pour certains d'entre vous, vous direz « Ah bon, ça fonctionnait encore? » Ben oui, c'était toujours en service. C'est son propriétaire actuel, la société MDF Commerce, qui, cette semaine, a annoncé la nouvelle à travers ses résultats financiers. Parallèlement, les 115 000 membres du réseau Contact actuel ont reçu un courriel les avisant que le site cessait ses activités. Le site de rencontre québécois Réseau Contact était en ligne depuis 1996. Ça fait donc 27 ans de service pour ce site qui fermera ses portes à la fin du mois de novembre, le 30 novembre très exactement. Chez MDF Commerce, qui possède également le site d'emploi JobBoom, on dit que la plateforme n'affichait pas de résultats décevants, mais que des investissements auraient été nécessaires pour assurer que la plateforme respecte les nouvelles règles sur la protection de la vie privée au Canada. Vous pouvez penser notamment à la loi 25 au Québec. Malheureusement, aucun porte-parole n'était disponible pour accorder une entrevue pour avoir plus de détails sur cette fermeture et notamment pour préciser ce qu'il adviendrait de toutes ces données privées sur ces milliers de gens qui utilisaient le réseau et même à la limite ce qui est advenu des données des centaines de milliers de Québécois qui ont utilisé le service depuis 27 ans. Cette fermeture arrive dans un contexte où l'entreprise MDF Commerce avait fait des réductions dans ses effectifs, 16% en avril dernier et 10% en début d'année. On parle donc de 110 personnes qui ont été remerciées. On doit donc comprendre que la fermeture de Réseau Contact va permettre à MDF Commerce de se concentrer sur son offre d'outils de commerce en ligne. Avant d'être dans les mains de MDF Commerce en 2013, le site de rencontre Réseau Contact et accessoirement le site de recherche d'emploi JobBoom étaient des propriétés de Québécois qui ont été vendus à Mediagraph, maintenant MDF Commerce, pour la rondelette somme de 65 millions de dollars. Et à cette époque-là, MDF Commerce possédait déjà le site de vente Les Packs, dont ils se sont départis en 2019 avec un profit de vente de 19 millions. Ça faisait donc de Mediagraph, aujourd'hui MDF Commerce, à cette époque-là, un des gros joueurs de place de marché au Québec. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est que le site Réseau Contact a vraiment été un pionnier dans le domaine des sites de rencontres au Québec en ligne dès 1996, je le rappelle, alors que les célibataires de l'époque qui voulaient mettre toutes les chances de leur côté
utilisaient les services d'agences de rencontres qui, par exemple, enregistraient des messages vidéo, certains même les diffusaient à la télé, ou encore il y avait ces services d'agences qui avaient un système de boîte vocale sur lesquels on laissait des messages pour les gens qui nous intéressaient. C'est donc dans ce paysage qui semble un peu bizarre aujourd'hui que Réseau Contact débarquait sur le web et venait carrément révolutionner l'approche pour rencontrer un inconnu. Réseau Contact s'adressait au marché des célibataires de 30 ans et plus à cette époque-là, donc l'arrivée de Tinder en 2012 n'avait pas vraiment eu d'impact sur leur activité, mais tout de même, la compétition et les nouvelles fonctionnalités des nouveaux joueurs ont forcé Réseau Contact à innover plus vite et à développer des fonctionnalités probablement plus tôt que prévu. À la fermeture du service Réseau Contact, aujourd'hui, les membres ont en moyenne entre 50 et 55 ans et plus de 70% sont âgés de 40 ans et plus. Une nouvelle intelligence artificielle vient de faire son apparition en ligne et cette fois, elle s'adresse aux parents. Je parle de Parent GPT, qui est une création américaine d'OutCare, conçue pour conseiller les nouveaux parents, surtout les mères, sur les défis de la maternité, y compris la dépression postpartum. Fonctionnant sur une base de données médicales fiables, cette IA est secondée par des experts humains pour plus de précision à un coût de 5 $ par mois ou 48 $ à l'année. Il semble que les conseils soient pertinents sur divers succès parentaux, mais dois-je le rappeler, rien ne remplacera l'interaction humaine et le partage de connaissances d'humain à humain lorsque vient le temps de parler de l'éducation des enfants. Depuis juin 2021, on sait que c'est en octobre 2025 que Windows 10 n'aura plus de support technique de Microsoft, n'aura plus de mise à jour fonctionnelle et surtout plus de correctifs. La fin d'un système d'exploitation, c'est toujours un moment d'angoisse pour les responsables de l'informatique dans les organisations, alors que ceux-ci ont investi beaucoup de temps et d'argent pour mettre en place des systèmes pour répondre aux besoins de leur entreprise. Si je reviens sur le sujet, c'est qu'à 2 ans de la fin de vie officielle de Windows 10, il y a un mouvement qui se met en place pour demander un report dans la date de péremption du système d'exploitation. Une association, le PIRG pour Public Interest Research Group, a lancé une pétition demandant à Microsoft de prolonger le support de Windows 10 pour éviter l'obsolescence de millions d'ordinateurs non compatibles avec Windows 11. La pétition souligne l'impact environnemental de l'obsolescence des ordinateurs et l'exclusion de 40% des ordinateurs actuellement utilisés en raison des exigences matérielles strictes de Windows 11. Alors que certains utilisateurs passeront à Windows 11, d'autres ne pourront tout simplement pas le faire en raison de problèmes de compatibilité matérielle. Donc, la pétition s'oppose à la décision de Microsoft de mettre fin au support de Windows 10 et suggère plutôt que des services de correctifs tiers pourraient être une solution possible pour une utilisation continue. Malheureusement, pour les signataires de cette lettre, il y a peu de probabilité que Microsoft change de position en réponse à la pétition. Cette semaine, il y a un appareil ou un gadget, ça dépend de notre point de vue par rapport à l'appareil, qui attire vraiment l'attention. L'entreprise américaine Humane envisage un monde post-téléphone intelligent et présente son appareil, l'AI Pin, un appareil portable vendu au coût de 699 $ américains. Mais attention, plus abonnement mensuel de 24 $ américains pour le faire fonctionner. Ce dispositif sans écran, qui s'attache magnétiquement aux vêtements et utilise une caméra ainsi que des capteurs de profondeur et de mouvement pour savoir un peu où est l'utilisateur. Il est également doté d'un projecteur qui permet de projeter des images dans la paume de sa main et il intègre aussi un haut-parleur pour entendre le son, mais peut aussi se connecter aux écouteurs Bluetooth. L'AI Pin fonctionne avec un système d'exploitation nommé Cosmos, qui est propre à son système, et utilise des intelligences artificielles qui ont été développées par Microsoft et OpenAI. Des intelligences artificielles qui offrent des fonctionnalités comme la rédaction de messages, la traduction de langue et des options d'écoute de musique en continu via Tidal. L'appareil AI Pin sera disponible pour être commandé à compter du 16 novembre. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Mon Numérique, pour notre débrief transatlantique de la semaine.
Salut Jérôme Colombin. Salut Bruno Guglielminetti, ravi de te retrouver comme chaque semaine pour le débrief diffusé dans mon carnet et dans Monde Numérique. Et cette semaine, Bruno, je crois que tu voulais revenir sur cette étonnante panne de ChatGPT. Ouais, ben écoute, étonnante, je pense que c'est le cas de le dire, sauf que, ma petite confidence, je me suis abonné à un courriel qui est envoyé aux développeurs et aux gens qui s'intéressent à la sécurité de la part d'OpenAI. Oui, le coquin. Et là, je suis en train de voir qu'ils ont plusieurs ennuis techniques dans une journée. C'est intéressant, je vois le fil rentrer. Je fais la même chose avec certains services, dont Zoom, et ça m'intéresse de voir un peu la fréquence des ennuis et qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce qu'ils arrivent à réparer. Et donc, oui, je voulais t'en parler parce que cette semaine, c'était mercredi, et donc, il y a eu une panne qui a duré environ 1 heure, et du service ChatGPT, autant le 3.5 que le 4, et aussi des passerelles, donc de l'API qui permet à un écosystème qui s'est développé depuis le temps autour de ChatGPT de fonctionner. Et là, je me suis dit, oups, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça ne fonctionne plus? Et là, c'est la fin du monde, quoi. Ben, presque. Parce que là, le questionnement qui m'est survenu, c'est dans le fond, c'est de voir la dépendance qu'on avait avec un service comme celui-là. On le sait, quand les réseaux sociaux tombent en panne, c'est la catastrophe. Tout le monde s'en va sur un autre réseau pour dire, mais qu'est-ce qui se passe sur le réseau qui est en panne? Il paraît quand Google bug ou bugué, parce que ça arrive quand même moins souvent, etc. Et donc, c'est ça soulève cette question-là. Et puis, je me suis intéressé au sujet et je me suis rendu compte que, finalement, cette semaine, c'est arrivé à 3 occasions où il y a eu des pannes du côté de ChatGPT. Dès le lendemain, où il y a eu la fameuse annonce où maintenant tout était possible avec ChatGPT, grâce à l'innovation amenée par OpenAI, mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, c'est de se rendre compte qu'il y a tout un écosystème qui est branché sur le ChatGPT et que finalement, on est tributaire de la santé de cet outil-là. Et je pense que ça va amener des régulateurs à peut-être regarder de plus près tout le service de redondance qui pourrait entourer ces services-là, parce que du moment que, là, c'est beau, là, quand c'est des communicateurs ou des petites entreprises qui se basent sur ChatGPT pour faire ici et là des boulots, ça peut tenir. Mais quand il y aura des services beaucoup plus importants qui vont carrément être dépendants de ce service-là, ça va soulever des irritants les jours où ça va tomber en panne. Alors voilà, c'était ma petite réflexion de la semaine que je voulais partager. Tu as raison. Écoute, peut-être que, tu sais, l'Europe qui adore faire des règlements, peut-être qu'elle inventera un règlement pour ça, pour empêcher ChatGPT de tomber en panne. Ouais, je vous attends puis je vous espère, parce que c'est merveilleux. Je sais que tu aimes les règlements à l'européenne. Mais non, mais Jérôme, faut quand même, tu sais, pour tout le mal que je peux dire de l'Europe et de sa réglementation, faut quand même que je vous lève mon chapeau. Cette semaine, on a appris qu'Apple avait fléchi et allait créer un système de paiement et d'application propre à l'Europe. Ah, mais ça, c'est énorme. Chapeau. Ça, c'est énorme. Hein. C'est amusant que tu en parles, parce que d'ailleurs, je me suis demandé si on ne devait pas faire un vrai débrief en profondeur là-dessus. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans le futur. Mais moi, je veux te relancer sur un sujet que tu as porté à mon attention, que je trouve vraiment intéressant. C'est l'idée du jumeau numérique, mais dans le cadre d'un conflit. Exactement, et ça c'est incroyable, c'est un article que j'ai lu dans Wired, donc revue américaine, spécialisée dans le numérique, et en fait qui nous apprend que l'ONU a passé un contrat avec une start-up américaine qui s'appelle Culture Pulse pour développer des outils d'intelligence artificielle pour aller régler la guerre au Proche-Orient. Bon, ça c'est la version un peu provocatrice des choses. En réalité, c'est pas aussi simple, mais c'est quand même très intéressant. C'est donc, oui, l'idée d'un jumeau numérique à partir des données sociologiques, psychologiques, économiques, recueillies sur la région, et ça va très loin parce que ça prend en compte les convictions religieuses, les valeurs morales, les discours de haine, la vie familiale, etc. Eh bien, il recrée une société virtuelle pour pouvoir ensuite faire des tests. Des tests que tu pourrais évidemment pas faire dans la vie réelle. Mais là, par exemple, tiens, on change un paramètre économique, on rajoute, si je sais pas quoi, si on développe un peu plus les écoles, l'initiative privée à Gaza, qu'est-ce qui se passerait, etc. Comment ça peut jouer sur l'équilibre local et des forces en présence. Et tout cela, donc, à l'arrivée, peut-être que ça pourrait orienter des décisions politiques, des axes de communication
communication, etc. Et avec peut-être la perspective d'aller vers un apaisement. On n'en est pas là, évidemment. Pour l'instant, ils en sont à recueillir des données, des paramètres économiques, politiques, pour constituer le modèle. Et moi, ça me fait vraiment penser, tu te rappelles le jeu SimCity et les Sims? Oui, c'est exactement ça, là. C'est exactement ça. Ouais. C'est complètement fou. Mais c'est intéressant parce que je trouve ça bluffant que ça soit porté sur l'être humain et une société, parce que des jumeaux numériques, on le sait, ça existe notamment dans le monde de l'urbanisme, où on arrive à créer des jumeaux virtuels de villes, de municipalités, et puis on voit, notamment au niveau de la circulation, que si on bloque cette artère-là ou si on en fait un sens unique, qu'est-ce que ça veut dire sur le reste de l'impact du quartier? Alors ça, on en voit, mais de voir ça appliqué à une société, c'est fou. C'est assez bluffant, ouais. Et alors apparemment, l'entreprise en question, la Culture Pulse, ils ont déjà fait ça. Ils ont fait ça au Soudan, ils ont fait ça en Irlande du Nord, et ils se vantent d'avoir obtenu des résultats avec une précision qui dépasse les 95%. Par exemple, ils ont fait un truc en Irlande du Nord. Ils avaient prédit que suite au Brexit, il y aurait une intensification des activités paramilitaires en Irlande du Nord. Donc voilà, ça permet ce que ça veut dire comme outil pour les gouvernements, ça? Exactement, ouais. Mais après, franchement, est-ce que c'est étonnant qu'on essaye d'utiliser ces outils-là aujourd'hui? Non, ça paraît logique. Non, mais sauf que jusqu'à maintenant, la seule façon pour les gouvernements d'avoir un genre d'impression ou d'avoir une perspective de la réaction, c'était les sondages. Oui, mais là, on est rendu... Oui, mais c'est vieux, on s'entend. Mais là, on est rendu dans la modélisation. Exactement, ouais. Avant, ça se faisait au doigt mouillé. Maintenant, ça se fait avec du big data, quoi. On verra ce que ça donnera. Est-ce que ça apportera vraiment quelque chose? Voilà, c'est assez incroyable quand même. Merci d'avoir partagé ta lecture. Avec grand plaisir, cher Bruno. De quoi tu parles dans mon carnet cette semaine, juste après notre entretien? Écoute, c'est fou. On va faire un tour du côté de l'Université de Ottawa. À Ottawa. Pour parler c'est au Canada, ça, non? Oui, exactement, c'est la capitale nationale. Tu penses à me prendre. Hein? Et puis, c'est IBM qui vient d'investir une somme colossale pour créer un laboratoire de recherche au niveau de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Et on parle avec le grand patron de ce laboratoire-là. Et puis aussi, on va se promener un petit peu partout au Québec, mais aussi en France. Il y a une organisation, c'est un regroupement de femmes qui sont dans le numérique et qui étaient présentes en Europe, qui étaient présentes en Afrique et qui maintenant débarquent au Québec, au Canada, pour justement stimuler l'entrepreneuriat auprès des femmes dans le domaine du numérique. Très bien, il y a beaucoup à faire. Oui, oui. Et c'est drôle parce qu'en discussion avec elle me rappelait que tu sais, dans le fond, si l'informatique est rendue où elle est aujourd'hui, c'est parce qu'au départ, c'était des femmes qui étaient... Bien sûr. Il y a des personnages historiques. Ada Lovelace... La NASA ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui s'il n'y avait pas des femmes qui avaient fait des calculs pour faire atterrir des fusées sur la Lune. Tout à fait. Après, il y a aussi des explications historiques et sociologiques. C'était à une époque où il y avait c'était des métiers qui étaient plus facilement accessibles aux femmes parce que les hommes étaient occupés à d'autres tâches, notamment parfois militaires. Il y avait des périodes de guerre, etc. À l'époque, on bûchait encore le bois pour se chauffer. Exactement. Non, mais de toute façon, il est certain qu'il faut aller vers de la parité, plus de parité homme-femme dans la tech. Et toi, de ton côté, tu parles de quoi? Vaste sujet. Alors moi, cette semaine, dans ma chronique L'innovation de la semaine, je m'intéresse à un truc complètement fou qui est en train d'être présenté en ce moment même, là, au moment où on enregistre ce débrief. C'est ce petit assistant intelligent à porter sur soi, sur ses vêtements, et qui a l'ambition de remplacer le smartphone. C'est une société américaine qui s'appelle Human qui fait ça. Voilà. Et puis sinon, côté interview, je donne la parole à Software République, qui est une émanation de plusieurs grands groupes français, Renault, Thales, etc., pour voir qui ouvre ses portes à des startups innovantes, notamment dans le domaine de l'automobile. Et puis je m'intéresse aussi à un stockage révolutionnaire pour l'électricité avec EDF. Wow! Voilà. Bon, c'est à écouter chez Mon Numérique et dans mon carnet. Alors, écoute, moi, je te laisse. Je vais poursuivre mon podcast et puis je te souhaite une bonne fin d'émission. Pareillement. Salut Bruno, salut à toi et à tous tes auditeurs. Publicité. Vous cherchez à propulser votre entreprise vers l'avenir numérique?
Ne cherchez pas plus loin. Le réseau des CCTT, le réseau des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices et leur escouade numérique est là pour vous. Cette escouade est composée de 14 centres de recherche appliqués répartis à travers le Québec qui s'adressent spécifiquement à la transformation numérique. Que vous ayez besoin d'aide technique, de recherche appliquée, d'informations pointues ou même de formation sur les dernières avancées technologiques, c'est toute une équipe d'experts qui sont prêts à relever tous les défis, notamment en matière de transformation numérique. Le réseau des CCTT, c'est votre partenaire pour l'innovation et la croissance. Pour en savoir plus, consultez monsuccèsnumérique.ca. Pour commencer les entrevues de la semaine, on parle d'un groupe de Québécois qui sont à travailler à l'élaboration d'un réseau social québécois. Est-ce que j'ai attiré votre attention? Le nom de ce nouveau réseau social, pour le moment, c'est Nouvelle Place. Et pour en savoir plus sur cette initiative, on rejoint à l'instant deux des trois protagonistes, Steve Proulx et Claude Poulain. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle Place? La Nouvelle Place, c'est simplement une ambition pour l'instant. C'est le désir de faire un média social pour le Québec. Évidemment, en réaction avec ce qui s'est passé, le blocage des nouvelles par Meta. Donc, c'est à peu près à ce moment-là, pour la petite histoire, là, c'est à peu près à ce moment-là, donc fin de l'été, que j'ai publié sur LinkedIn d'abord, puis dans le Devoir ensuite, une lettre disant que ce serait le fun que les médias, que les créateurs de contenu s'associent pour faire notre média social qui respecterait des règles éthiques que ne respecte pas Meta en ce moment. Et quand cette lettre-là a été publiée, Claude m'a écrit, Claude qui est président de Néo-Média, me disant qu'eux avaient ce projet-là en cours d'un média social québécois. Fait qu'on s'est dit, mettons en commun nos forces, nos ambitions respectives, puis faisons un projet commun. Puis c'est comme ça qu'est arrivée la Nouvelle Place. Claude, qu'est-ce qui vous intéressait de cette vision d'une nouvelle place comme ça? En fait, on est dans l'univers des médias. On est déjà éditeur de médias au Québec. Puis, on développe des plateformes pour aider les médias à faire la transition vers le numérique. Puis, la fin de Meta, en fait, Meta qui coupait l'accès au contenu des médias sur sa plateforme, nous a fait dire que, il me semble que c'est le temps. Là. Il y avait beaucoup d'autres petites choses autour qui étaient des irritants, mais ça, c'était le plus gros des irritants. Puis, dans la population, je me fais accrocher encore à toutes les semaines aujourd'hui, puis avant, c'était à tous les jours, pour me dire « Hey, j'ai plus accès à tes nouvelles, c'est dans mes plates, qu'est-ce que je peux faire? » Ça fait que c'est un peu cette idée-là. On se rend compte que l'infrastructure du numérique actuellement est, on le sait, gérée par des géants numériques qui peuvent prendre toutes les décisions. Et je pense que l'histoire de Meta nous a fait réaliser qu'on n'est pas maître de nos infrastructures numériques, mais pas du tout, alors qu'on en dépend énormément. Alors, il y a peut-être un modèle à changer actuellement, puis c'est un peu ce qu'on aimerait faire avec la Nouvelle Place. J'aimerais ça que ça crée un mouvement, qu'il y ait d'autres groupes comme nous autres qui aient envie aussi de se dire, on prend possession de cet outil-là numérique, c'est centraux dans nos vies, ces outils-là. On en prend possession, on n'en fait pas une machine à faire du profit, on l'utilise pour le bien commun. C'est un peu ce qu'on veut faire. Est-ce que vous avez des exemples quelque part ailleurs dans le monde où il existe des plateformes de réseaux sociaux qui sont propres au pays? J'en connais pas. Dans notre modèle, il faut dire que le modèle, c'est une coopérative qu'on propose. Donc, c'est pas un média social qui serait détenu par l'État. On espère qu'il va y avoir un financement de l'État, mais ce sera pas comme Radio-Canada, une société d'État. Ça va être vraiment une coopérative qui va être les membres de cette coopérative-là, ça va être des médias, des créateurs de contenu, aussi des membres corporatifs, institutionnels. On peut penser à des villes et des membres individuels aussi, donc ceux qui vont consulter tout ça. Donc, vraiment, l'innovation qu'on fait, là, c'est de faire un média social sous la forme d'une coopérative avec cette logique-là de membres. Ça, je ne sais pas si ça existe, moi, je n'en connais pas. Je sais qu'il y a certaines initiatives de regroupement de médias sociaux un peu plus OSBL, je pense à Passerelle, qui existent, mais c'est des initiatives qui sont encore, en tout cas, pas assez connues pour que j'en connais pas là, de très, très connues. Là. Claude, parce que dans vos réponses, j'entends beaucoup, évidemment, le mot média social, là, mais j'entends beaucoup médias aussi. Est-ce que le fondement de ces réseaux sociaux-là, ce serait les médias québécois qui pourraient diffuser de l'information, ou est-ce que vous êtes vraiment en train de créer une communauté où on retrouverait aussi des médias?
Ben, le fondement, à la base, oui, c'est la prémisse qui m'a attiré là-dedans, c'est les médias, mais j'ai toujours été interpellé, ça fait plusieurs années, là, sur la création de contenu. Je l'ai dit à plusieurs personnes, comment ça que tu n'es pas payé pour publier du contenu sur Facebook, là? Tu fais vivre une machine puis tu n'es pas payé. Les créateurs de contenu sont exploités par Facebook, puis par ces grandes... Puis présentement, tu sais, le seul bénéfice qu'ils ont, c'est un petit peu de tape dans le dos ou de j'aime ou de commentaires, là, mais à part de ça, là, pourquoi ces créateurs de contenu-là ne sont pas payés? Donc, oui, on veut faire vivre, et je pense que le fait que les médias sont un groupe important, surtout les médias régionaux au Québec, tu sais, qui sont un grand groupe, vont pouvoir alimenter cette machine-là rapidement. On a un message à passer, puis tout le monde va pouvoir être à l'intérieur puis commencer à publier. Puis on veut rejoindre l'ensemble des créateurs de contenu après. Fait que tout le monde qui a du contenu à créer, qui crée du contenu puis qui veut vivre en partie ou à temps partiel de son contenu, est le bienvenu sur cette plateforme-là. Donc, est-ce que j'entends dans votre réponse qu'il y aurait un système de rétribution pour les gens qui génèrent du contenu? Ben, l'idée, c'est de faire une plateforme, c'est une coopérative. L'idée, c'est de faire un service qui va servir à ses membres. Les membres, ce sont des créateurs de contenu, des médias qui diffusent leur contenu à travers cette plateforme-là, qui s'en servent pour aller chercher un nouveau public. Évidemment, c'est pensé dans le système de la coopérative qu'il y ait une redistribution sous la forme de ristourne de revenus éventuels publicitaires qu'il pourrait y avoir ou d'abonnements qu'il pourrait y avoir à travers cette plateforme-là. Donc, c'est pensé à la base de le faire en partenariat avec ceux qui fournissent le contenu, ce qui me semble extrêmement logique. Oui, tout à fait. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous le savez, hein, la logique sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, il y a aussi des cas où ce ne sont pas des grands médias qui sont là, ce sont des individus, ce qu'on catégorise dans les influenceurs, là, qui arrivent à générer beaucoup de trafic. Est-ce que ces gens-là aussi pourraient devenir membres de la coop et obtenir du financement dans la redistribution? Oui. C'est le but. En fait, je pense qu'on ne peut plus faire abstraction du fait que les créateurs de contenu existent aujourd'hui. Ils sont nés avec l'apparition des médias sociaux. Je pense qu'ils sont une force aussi dans notre paysage culturel. Il y a des gens qui se sont démarqués là-dedans. C'est pas toute de la merde, là. Souvent, on regarde ça un peu de haut, les influenceurs, mais il y en a qui font un sacré bon travail, aussi bon que certains médias. Donc, moi, je les inviterais dans cette plateforme-là tout simplement parce qu'ils existent, ils font partie. C'est une plateforme de découvrabilité, hein. Ce qu'on veut, là, c'est faire en sorte que le contenu québécois qui est produit soit découvert. Donc, ça, c'est la grande mission cardinale de cette plateforme-là. On trouve ça triste qu'aujourd'hui, le contenu québécois soit inondé dans des contenus américains, étrangers, puis on le voit, là, on regardait, c'était la semaine dernière, les chiffres de Spotify, que 8% de musique québécoise, on pourrait dire la même chose avec le livre, on pourrait dire la même chose avec les médias québécois. On a besoin d'une plateforme pour exister, nous, la culture québécoise, puis on n'en a pas actuellement qui est unifiée, puis c'est ce qu'on veut faire sous une forme coopérative. On pense que c'est un modèle d'affaires qui va susciter de l'adhésion aussi, qui va faire en sorte que les gens vont nous trouver sympathiques. On n'est pas juste là pour prendre vos données. Claude, quand on lit les commentaires sous les publications de Steve, mais dans d'autres, là, parce qu'il y a d'autres personnes que Steve qui mentionnent votre projet, il y a des gens qui sont tout à fait en faveur, mais il y en a d'autres qui font un clin d'œil au panier bleu. Qu'est-ce que vous répondez à ça? En fait, le panier bleu, c'est pas la même chose du tout, parce que consommer des contenus, ça implique pas une transaction financière. Acheter des produits, c'est pas la même chose que consommer un article, là. Donc, l'adhésion est beaucoup plus facile de la part d'utilisateurs. Ils vont embarquer dans ça, puis le fait aussi qu'ils soient habitués de consommer ces contenus sur les réseaux sociaux, en tout cas d'avoir accès à ces réseaux sociaux pour qu'on lui ait coupé, ça va, c'est comme si l'habitude revient, puis on rembarque tout de suite. Le panier bleu, il ne faut pas oublier que c'est une initiative extrêmement ambitieuse, là, de compétitionner une machine incroyable, où est-ce que les profits sont presque nuls. Là, vous allez quand même compétitionner Facebook. Oui, mais la différence, je pense que gérer une machine de e-commerce, gérer de l'inventaire, gérer la logistique, c'est terrible. Gérer des contenus ajoutés par des créateurs de contenu sur une plateforme, on a besoin de serveurs, mais à part de ça, on n'a pas d'employés qui manipulent des boîtes ou qui manipulent des insatisfactions clients d'un colis pas reçu. Fait que je pense que c'est pas le même projet du tout, là. L'autre était très ambitieux, le nôtre est ambitieux, mais en même temps, selon moi, il est beaucoup plus proche de la réalité parce que, écoute, juste un exemple, là, on va sur YouTube présentement et on cherche une vidéo pour construire une cabane d'oiseaux. C'est un vidéo français de France, qui va me sortir, ou un vidéo américain en anglais. Pourquoi que nos contenus québécois ne sont pas mis de l'avant?
Tu sais, c'est un exemple banal, là, mais ça reste que... C'est un exemple qui parle. Ben oui, exactement. Steve? Nous, c'est pas un projet du gouvernement, là. Je veux rappeler ça parce que les gens pensent qu'on veut faire un média social d'État, mais c'est pas ça du tout. C'est une coopérative. Alors, comparons-nous plutôt aux coops de l'info ou à Desjardins, qui est quand même à l'origine de Desjardins. N'oublions pas que l'idée, c'était de faire en sorte que les petits agriculteurs québécois puissent avoir accès à du capital et développer leur entreprise. C'est un peu le même esprit qu'on veut faire. On veut que nos créateurs de contenu puissent pouvoir profiter d'une plateforme qui a du rayonnement et au lieu d'être soumis aux dictats de grandes plateformes américaines, qu'ils soient soumis aux dictats de petites plateformes québécoises auxquelles ils participent puisque c'est une coopérative. Moi, je pense que c'est un bon modèle. Puis, à la différence des grands joueurs qu'on connaît à l'heure actuelle, vous êtes d'une très grande transparence. D'ailleurs, vous partagez présentement un document document martyr là, sur lequel vous avez travaillé. Vous invitez les gens à le lire, à le commenter, mais vous êtes en train de faire appel à des gens qui seraient intéressés de mettre la main à la pâte, là. Oui, là, on est rendu à l'étape de l'élaboration, donc c'est-à-dire la phase 0. On a besoin de... Nous, Claude, moi et Patrick Pierrat de InfoBref, avec qui on fait ce projet-là, qui est le 3e fondateur, on a fait un document qui décrit les contours du projet, donc les grandes lignes. Mais là, on a besoin de gens avec différentes spécialités, expertises, pour enrichir ce document-là, ce plan d'affaires-là, et pour, après ça, peut-être valider certaines idées et aller chercher du financement et le mettre en œuvre pour vrai. Donc là, on est en campagne de recrutement actuellement. S'il y en a qui sont intéressés à nous donner un peu de leur temps, de leurs idées, ben il y a possibilité, vous allez sur nouvelleplace.ca. Il y a nouvelleplace.ca, c'est le nom du balado. Tu parlais de transparence, ouais. Bruno. Je fais un balado aussi qui suit un peu, inspiré, je ne sais pas si tu te souviens du balado de Startup il y a plusieurs années qui suivait un peu la création. On suivait l'entrepreneur. Je n'ai pas d'ambition de faire comme ça, mais j'aime ça, l'idée d'avoir un balado qui suit le développement de cette initiative-là. Donc, si vous allez sur nouvelleplace.ca, vous allez trouver le document qui décrit le projet et un petit formulaire pour manifester votre intérêt. Claude? La transparence, Bruno, en fait, je pense que c'est ce qu'on n'a pas présentement dans les plateformes, les GAFAM. Là. Il y a 15 milliards de dollars qui quittent le Canada vers les États-Unis. On n'a pas, on demandait 264 millions, là, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, là, puis ils n'ont pas voulu aider les médias canadiens avec 264 millions sur 15 milliards. Mais je pense que c'est ça que les gens ont besoin. Là. Cet argent-là nous appartient. Ce contenu-là, on doit avoir un mot à dire dessus. La façon qui est gérée, on doit avoir un mot à dire dessus aussi. Ça n'a pas de bon sens qu'un système fonctionne à l'affichage puis à la génération justement de trafic pour fonctionner. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Là? Les idées, les meilleures, ne sont pas nécessairement les idées les plus, comment je fais ça, les vidéos les plus drôles, les vidéos les plus loufoques ou quoi que ce soit. Là. Présentement, les créateurs de contenu qui sont le mieux rémunérés, c'est ceux-là qui font des contenus loufoques. Là. Où est-ce que ça envoie l'information? On a besoin de reprendre le contrôle là-dessus, c'est sûr et certain. Puis la transparence fait que on va parler aux gens, les gens qui veulent joindre notre coopérative sont les bienvenus. Fait que on est tout ouvert. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui part un projet au Québec semblable, on veut le savoir. Fait qu'on voulait s'exposer en disant on va joindre à vous autres, on va le faire ensemble. Mais on croit fortement que ça passe par une coopérative. Ça se peut pas qu'un propriétaire unique comme Mark Zuckerberg refasse une plateforme au Québec détenue par un seul joueur. Là, on ne croit pas à ça. Oui, c'était un peu l'idée, comme Claude dit, effectivement, s'il y a d'autres joueurs, parce que je sais qu'il y a d'autres initiatives qui se font un peu partout. Si vous êtes dans le monde du sans but lucratif, travaillons de concert. Là, on fera pas, nous, on ne fait pas ça pour se rendre riche, là, Claude, moi et Patrick. Là. Donc, s'il y a d'autres initiatives comme ça, joignez-vous à ce mouvement-là. Moi, je vois ça vraiment plus comme un mouvement, comme une entreprise isolée. Là. C'est ce qu'on veut faire. Parallèlement à cet appel à la matière grise que vous faites, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder du côté de Québec et Ottawa pour voir s'il y a un intérêt à soutenir cette démarche coopérative? En tout cas, j'ai entendu le ministre de la Culture la semaine dernière dire qu'il y avait besoin d'une infrastructure, de s'impliquer dans l'infrastructure numérique du Québec. Je te dirais que le projet qu'on est en train de faire là, c'est pas mal ça. Donc, on n'a pas contacté. Je sais que Claude, toi, tu as eu peut-être des contacts. Oui, j'ai parlé avec le député local, notre bon Samuel Poulin, qui était qui est proche justement de la culture et des médias. Il a travaillé dans une station de radio longtemps comme animateur.
Mais oui, il y a un intérêt, mais on n'est pas rendu là, là. L'étape, c'est de former la coopérative, s'assurer justement que notre plan d'affaires est solide. Et puis, après ça, on va présenter le projet. Mais je sais que présentement, il y a des choses qui se trament peut-être au niveau certains partis politiques là, qui poussent fort pour qu'ils se bâtissent un réseau social. Mais tout ça va émerger en même temps. Et c'est tellement nouveau, là, c'était depuis le mois d'août, hein, fait que Facebook a coupé. Fait que on va voir ça arriver. Ben, messieurs, Claude Poulin et Steve Proulx, et on salue Patrick Pierrat, qui est le troisième co-créateur de cette plateforme-là, de la Nouvelle Place. Merci d'avoir pris de votre temps. Et puis, Steve, vous rappelez encore si on va avoir plus d'informations ou si on veut lever la main, où on se rend? Nouvelleplace.ca. Ben voilà, c'est clair. Alors, merci, messieurs, d'avoir pris de votre temps. Puis, merde pour la suite, mais je vais vous suivre. C'est pas la dernière fois qu'on en parle sur mon carnet. Non, on Merci, l'espère. Bruno. Est-ce que vous connaissez la journée de la femme digitale? C'est un événement et des actions qui se tiennent depuis 11 ans en Europe et en Afrique. Eh bien, pour la 12e édition, changement de nom, on parle maintenant de la JFD et on ajoute le Canada dans le groupe en gardant toujours comme mission de promouvoir les femmes dans le numérique. Pour nous présenter l'organisme qui arrive au Canada, sa mission, ses activités autour de l'entrepreneuriat féminin dans la tech, j'accueille la présidente de la JFD. Bonjour Delphine Rémy-Boutan. Bonjour. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment c'est arrivé il y a 12 ans l'idée de créer à l'époque la journée de la femme digitale? À l'époque, moi je suis entrepreneur et investisseur et il y a 12 ans, 13 ans, enfin, je travaillais à Londres et je voulais rentrer en France pour entreprendre. J'étais beaucoup invitée à des événements pour prendre la parole sur des sujets tech et innovation puisque je travaillais auparavant chez un grand géant de l'informatique. J'étais souvent la seule femme autour de la table à prendre la parole. Or, je ne suis pas la seule femme de la tech et de l'innovation. Et je trouvais étonnant que les femmes ne soient pas régulièrement invitées à ces tables rondes. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il faut créer, au même titre que la journée de la femme du 8 mars, il faut créer un événement qui s'est appelé la journée de la femme digitale avec cette ambition que chaque entreprise, chaque personne se l'approprie comme au même titre que la journée de la Terre, la journée de la gentillesse, la journée de l'échec, que ça soit vraiment quelque chose qui soit universel. Et c'est ce que c'est devenu au fil des années. Un événement à part entière, le 17 avril, tous les ans, beaucoup d'entreprises et de femmes de la tech et d'innovation célèbrent cette journée pour se rappeler que c'était les femmes qui étaient beaucoup aux manettes de ces sujets d'informatique et que aujourd'hui, on peine à passer le cap des 50% dans ce domaine et puis bien sûr dans tous les autres. Mais en tout cas, c'est celui qui m'intéresse. Avant de parler de vos activités, justement, parce que vous faites un clin d'œil au passé, qui, sans les femmes, on ne serait pas rendu où on est aujourd'hui. Quand vous regardez, disons, les 12 dernières années, et vous le dites, longtemps, vous avez été la seule femme invitée. Aujourd'hui, on en voit de plus en plus, mais est-ce que la situation s'est vraiment améliorée? Parce que vous êtes très présente en Europe, vous l'êtes aussi en Afrique, là maintenant, vous arrivez au Canada. Mais quand vous regardez dans l'ensemble, comment vous pourriez décrire la situation? La situation aujourd'hui, elle est que on est en train d'écrire le futur dans l'inégalité la plus totale, puisque les femmes sont sous-représentées dans ce domaine qui représente le futur. 15% de femmes ingénieures, 10% de femmes dans l'intelligence artificielle, pas assez de femmes ingénieures, 98% des fonds de capital risque vont aux hommes versus 2% aux femmes pour l'investissement. Donc, les chiffres sont pas bons, mais je crois en l'optimisme de la volonté et je crois qu'il faut montrer davantage de rôle modèle pour que des femmes et des jeunes filles se disent je peux y aller, ce n'est pas un secteur qui est uniquement pour les hommes. Puis, entre autres, à la JFD depuis 13 ans, montrer des rôles modèles au travers, entre autres, le prix Les Margaret. Donc oui, le constat est pas glorieux, en tout cas pas encore, mais on peut encore changer les choses. Il y a encore de l'espace pour faire bouger les lignes. Et puis, il y a surtout un espace pour créer aujourd'hui des entreprises à impact qui vont changer le monde en mieux grâce à la technologie,
parce qu'aujourd'hui, on le sait, les investissements vont autour de ces entreprises-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs qui aujourd'hui se lancent, créent des entreprises. Et les investisseurs, nous, notre rôle, c'est d'aller flécher ces investissements futurs pour justement leur donner accès à l'investissement qu'elles méritent pour pouvoir créer des entreprises et accélérer vite leur croissance et monter en compétences aussi au travers des formations. Et c'est aussi des choses qu'on fait beaucoup à la JFD. Donc, nous, on a 3 piliers d'action qu'on mène avec passion et avec une énergie décuplée en Europe, en Afrique et maintenant au Canada, la formation, l'éducation, l'accès au financement et cette troisième axe des rôles modèles qui, à mon sens, peut vraiment faire changer les choses. Et vous disiez l'importance de montrer des femmes qui percent, qui font des choses. Et est-ce que c'est pour ça que vous avez créé les prix Margaret? Absolument. C'est pour vraiment susciter des vocations et donner envie à des jeunes filles qui aujourd'hui, les études le montrent, qu'elles estiment que le numérique, la technologie, c'est trop technique pour elles, alors que les garçons, eux, pensent que ça leur va et que c'est quelque chose dans lequel ils peuvent exceller. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que la technologie, en fait, est un levier d'émancipation pour les jeunes filles et que c'est aussi des métiers qui peuvent se déployer partout, dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, de dire qu'il y a un secteur de la tech est une aberration. Il n'y a pas de secteur tech. Tout est technologique. Et elles peuvent intégrer des entreprises qui ne sont pas du tout technologiques, mais qui ont besoin aujourd'hui de se digitaliser, de se transformer et de faire mieux pour la planète. Et donc, c'est tout des pans entiers d'économie, la médecine, la finance, qui se transforment grâce à la technologie. Nous, on pense que aujourd'hui, en particulier pour le prix de la relève, pour ces jeunes filles de 7 à 18 ans qu'on a lancé au moment du Covid, puisqu'on ne l'a pas lancé tout de suite en 2012-2013 quand on s'est lancé, mais on l'a lancé au moment où justement les jeunes avaient des difficultés à s'imaginer un futur un peu meilleur dans des difficultés qu'on a connues avec ces confinements à répétition, de leur dire allez-y, imaginez des projets qui peuvent changer le monde grâce à la technologie et nous, on va vous aider à faire que votre projet soit une réalité. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on veut faire en montrant ces rôles modèles, c'est lever des freins, ces jeunes filles, mais aussi ces femmes, de montrer des exemples, des rôles modèles accessibles, parce que y a rien de pire qu'un rôle modèle inaccessible, parce que du coup, il est complètement contre-productif. C'est comme l'armée romaine, il faut montrer un grand nombre de femmes et de jeunes filles qui réussissent et qui le font de façon très différente, parce que justement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est cette diversité des genres, mais aussi diversité des idées, diversité des projets, qui va faire que on va encourager finalement toute cette nouvelle génération à prendre à bras le corps des sujets comme l'intelligence artificielle, la big data, le Web 3, etc., qui sont aujourd'hui, on ne peut pas faire sans en fait, et on le fera de moins en moins. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces architectes du monde de demain qui soient aussi bien des hommes que des femmes. Si on se parle aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez au Canada. Pourquoi le Canada et pourquoi maintenant? Alors, pourquoi le Canada? D'abord, pour 2 choses. 1, parce que la JFD et les startups en général ont des ambitions internationales. Toute startup, toute entreprise qui accélère et qui veut accroître sa compétitivité et ses parts de marché se doit d'avoir une vision internationale. Donc nous, à la JFD, puisqu'on est un accélérateur de startup, accélérateur de croissance pour les startups tech, on se doit d'avoir cette vision internationale. Donc, on a été présent en Europe, on a commencé à Paris, en France, on a déployé en Europe, puis en 2019, on s'est lancé en Afrique, un continent qui a en tout cas 2 langues officielles internationales qui sont la partie francophone et la partie anglophone, et on a déployé nos actions au Sénégal, au Rwanda, au Gabon, au Nigeria, etc., Kenya, au Cameroun, Côte d'Ivoire, etc. Et donc, on s'est dit qu'on avait envie d'aller chercher un autre continent sur lequel on sait qu'il y a des femmes de la tech et qu'il y a
voilà, un écosystème bouillonnant. Et donc, on a eu envie d'aller voir ce qui se passait au Canada. Et c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que nous, on travaille sur un continent avec cette double langue anglais-français, avec tout ce que ça représente de façon de travailler est très différente. Et aussi parce qu'on considère que ce qui se passe au Canada, comme ce qui se passe en Europe et comme ce qui se passe en Afrique, sont des modèles, en tout cas des exemples à suivre, à apprendre. C'était Steve Jobs qui disait créer, c'est tisser du lien. Eh bien, nous, c'est Margaret, c'est toutes ces femmes qu'on accélère et toutes ces lauréates de ce prix. C'est comme des constellations de planètes et d'étoiles sur lesquelles on a envie vraiment de tisser des liens. Donc, c'est vraiment pour cette vision-là d'une vision internationale, et aussi parce que je trouve qu'il y a eu des choses absolument formidables qui ont été faites au Canada. Et je me souviens d'avoir lu l'article d'une femme qui, moi, m'a beaucoup inspirée, qui s'appelle Monique Jérôme Forger, qui était ministre des Finances du Québec. Et quand on lui a demandé qu'est-ce que vous avez fait pour changer et pour faire en sorte qu'il y ait l'égalité des salaires, et de quoi vous avez eu besoin, et elle a répondu, il m'a fallu du courage. Et elle a fait quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on devrait prendre en exemple dans beaucoup d'autres pays. Et j'aime bien aller chercher comme ça pour faire bouger les lignes, il faut qu'on aille chercher aussi des choses qui n'ont jamais été faites sur un territoire qu'on connaît. La France, c'est un territoire que je connais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher comme ça des nouvelles pépites, des nouvelles étoiles qu'on va, accélérer grâce à tous nos partenaires et notre programme d'accélération de croissance, et deux, mettre en relation avec cette effervescence de créativité de toutes ces femmes qui créent des emplois, qui innovent, qui misent sur des innovations de rupture pour changer le monde. Alors, des jeunes femmes, des jeunes filles qui nous écoutent, qui seraient intéressées par la JFD, qu'est-ce qu'elles font? Comment elles rentrent en contact avec vous? Alors, elles vont à partir du 8 novembre, on va lancer donc l'appel à candidature sur joinjfd.com, joinjfd.com, joinjfd, pardon, c'est un anglicisme, joinjfd.com, où là, elles pourront télécharger l'appel à candidature. Elles auront jusqu'au 8 janvier 2024 à minuit GMT plus 1, à 23h59 précise, le 8 janvier 2024, on clôture l'appel à candidature. Donc elles ont vraiment, voilà, elles peuvent toutes, femmes entrepreneurs, donc des femmes qui ont créé des entreprises, des startups, tech, des femmes intrapreneurs, donc des femmes qui portent des projets de transformation numérique dans les entreprises, donc des femmes de grands groupes qui ont également leur catégorie. Et puis la dernière, la relève, nos Margaret, nos jeunes espoirs, celles qui prendront la relève. Et il faut qu'elles aient de 7 à 18 ans. Et elles ne présentent pas un projet, elles présentent une idée qui peut changer le monde. Et nous, si elles sont sélectionnées, elles vont recevoir pendant 1 an un accompagnement qui permettra que cette idée devienne une réalité grâce à la technologie, grâce à nos partenaires, grâce à notre programme d'accélération de croissance. Donc voilà, elles peuvent aussi nous écrire à jfd@thebureau.fr, mais vraiment d'aller sur le site et d'aller télécharger cette candidature est assez simple. On n'a pas beaucoup de critères parce que j'aime pas enfermer dans des cases des personnes créatives, parce que les entrepreneurs, c'est forcément des gens très créatifs, des entrepreneurs, des intrapreneurs. Donc il n'y a pas beaucoup de critères, donc qu'elles ne se sentent en aucune façon pas légitimes. On a toute la capacité de changer le monde grâce à la technologie. Et encore une fois, pour la relève, une idée peut devenir une réalité. Aucun critère sur le chiffre d'affaires, sur les montants levés, etc. Bien au contraire, elles se présentent elles-mêmes, leurs projets, et pourquoi elles pensent que leur innovation de rupture peut avoir un impact sur nos sociétés et sur le monde. Ensuite, donc, après le 8 janvier, le jury se réunira. Un jury européen, africain, canadien se réunira pour élire les finalistes. On aura 3 finalistes par catégorie. Et le 22 février ou le 21 février, la date reste encore à confirmer, mais en tout cas le 21 ou le 22 février, on célébrera les finalistes canadiennes chez notre partenaire Danton's Avocats. Et on fera une grande fête pour célébrer les premières finalistes et qu'on présentera aux médias. Et ensuite,
le 17 avril, seront annoncées la gagnante par catégorie. Ben, écoutez, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions et puis merci d'amener cette initiative au Canada. Je pense que tous les outils sont bons pour stimuler et inciter les femmes à revenir à la technologie comme elles étaient auparavant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bruno. Le fabricant IBM s'associe à l'Université d'Ottawa pour ouvrir un centre de cybersécurité pour y offrir des formations avancées par le biais de simulations réalistes pour préparer les gouvernements et les entreprises aux cyberattaques. Ce partenariat inclut également des programmes académiques et des certifications professionnelles pour renforcer la défense contre les cybermenaces. Pour parler de ce nouveau laboratoire, on rejoint à Ottawa le co-directeur du laboratoire de l'Université d'Ottawa IBM Cyber Range. Bonjour, Guy-Vincent Jourdan. Bonjour. Donc, comme je le disais dans le précédent, c'est IBM qui vient s'installer à l'Université d'Ottawa pour y installer un centre de formation universitaire. Qu'est-ce que ça vous amène à vous? Ça nous amène un partenaire crédible. Ça nous amène des nouvelles idées. Ça nous amène de nouveaux contacts. Les clients d'IBM, quand ils viennent dans ce centre de formation, on leur parle. On parle de leurs problèmes et de leurs défis. Donc, ça nous permet d'établir de nouvelles relations. Mais ça se passait comment avant l'arrivée de ce centre-là? Alors, avant l'arrivée de ce centre, on a une collaboration avec IBM. Si vous parlez d'IBM, ça fait au-delà de 15 ans maintenant que personnellement, je travaille avec IBM en recherche. Donc moi, je fais la recherche en cybersécurité et ma recherche est financée principalement par IBM depuis 15 ans. Donc on a une longue histoire de collaboration. IBM a toujours été un partenaire, un soutien fidèle pour ma recherche et pour mes étudiants. Et au cours des années, on a développé plusieurs programmes de recherche, plusieurs solutions qui ont été régulièrement intégrées dans les produits et les services d'IBM. Ça a permis à un nombre de mes étudiants de rencontrer les équipes d'IBM, d'aller sur place. IBM, c'est quelque chose, c'est immense évidemment. Et les IBM sécurité, donc la partie d'IBM à laquelle je travaille, c'est aussi éclaté sur la terre entière. Il y a même chaque équipe est généralement distribuée. C'est pas du tout localisé comme organisation. Donc on a régulièrement des appels avec des gens selon le problème sur lequel on travaille. On est amené à discuter avec des gens d'IBM qui travaillent en Irlande, en Allemagne, au Taïwan, aux États-Unis évidemment, au Canada et en Israël. On a envoyé des étudiants là-bas. Donc c'est vraiment très intéressant comme problème. Et à travers IBM aussi, on travaille encore avec leurs contacts. Donc pour nous, ça nous ouvre un monde qui nous serait simplement pas ouvert sinon. Mais le fait que maintenant, il y a un centre de formation sur le campus de l'Université d'Ottawa, qu'est-ce que ça va changer au quotidien des étudiants? Est-ce qu'ils seront plus en contact avec des entreprises, des organisations qui ont des besoins, ou est-ce que ça va vous permettre de faire plus de simulations et de faire avancer plus vos recherches? Dans quel sens ça va aller? Alors l'idée, c'est de faire les deux, mais évidemment, le premier impact, ça va être le fait que on va maintenant travailler avec des gens avec qui on n'aurait pas travaillé, au-delà d'IBM. Peut-être les gens qui viennent pour se faire former dans ce centre, dans le Cyber Carrefour, qui soient amenés par IBM ou qu'on aille les chercher directement. On va travailler, on va interagir avec eux.
nos étudiants en général vont aussi interagir avec ces gens-là. Ça va leur donner des opportunités de rencontrer, d'établir des liens, d'avoir des sujets, mais simplement d'enseigner, de pouvoir parler. Donc ça va être formidable. Ça va être un gros changement pour les étudiants. Ça va sortir un peu de leur isolement relatif, qui est normalement un laboratoire de recherche. Dorénavant, mes étudiants vont pouvoir régulièrement interagir avec des gens, donc avec les étudiants, avec nos étudiants évidemment, mais là on parle plutôt des gens externes qui viendront pour se faire former, que ce soit des membres des gens qui travaillent dans l'administration provinciale, municipale, l'armée, le renseignement, mais aussi n'importe quelle compagnie qui a besoin d'une formation en cybersécurité. Ce genre de formation va être développé par nos étudiants. C'est un effort qui est vraiment interfacultaire, donc il va y avoir des collègues de différentes avec différents profils qui vont s'impliquer. Donc ça va donner aussi à mes étudiants qui travaillent d'habitude plutôt sur des questions très techniques une occasion de travailler avec des gens qui travaillent en sciences sociales, en droit, en gestion. Donc vraiment des choses qu'ils n'avaient jamais faites jusqu'à présent. Jamais fait jusqu'à présent. Pour un professeur comme vous, ben évidemment, mis à part le fait de voir se concrétiser probablement un rêve que vous aviez depuis longtemps, pour le professeur, pour l'enseignant, vous, pour le chercheur, ça représente quoi d'avoir cette facilité-là maintenant sur le campus? Je considère que j'ai changé d'emploi. Carrément. Oui, c'était une nouvelle occupation. Enfin, en tout cas, pour les quelques mois et peut-être année ou deux à venir, oui, parce qu'il faut monter tout ça. C'est un travail à plein temps. C'est complètement différent. Ne serait-ce que la construction, c'est de l'espace. Vous pouvez imaginer que c'était pas exactement le genre de choses que je faisais jusqu'à présent, de voir comment les choses sont construites et de s'assurer que les travaux avancent. Donc c'était très intéressant comme expérience. Mais donc dorénavant, j'ai un nouvel espace. Je vais pouvoir enseigner différemment. Je vais avoir accès à un équipement exceptionnel, à un enseignement habituel jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui. J'enseignais ce matin, j'étais en ligne, je suis chez moi, je parle, j'ai des slides, voilà, c'est un enseignement normal. Mais dorénavant, je vais pouvoir me poser la question de comment rendre l'expérience émotivement intéressante, comment remettre en question les a priori des gens en pratique, comment présenter quelque chose, essayer de faire une balance entre la partie plus show, si on veut dire, c'est de simplement un spectacle d'une certaine façon, mais aussi l'aspect enseignement, l'aspect pédagogique. À la fin d'une série, il faut que non seulement l'étudiant ait passé du bon temps, se soit posé des questions, mais appris quelque chose. Il faut qu'on ait une raison de faire. C'est pas tout, c'est pas du cinéma. Il faut qu'il y ait à la fin qu'on a appris quelque chose. Et ça aussi, c'est un défi de voir comment sélectionner ce qu'on veut apprendre, parce que développer ces scénarios, ça prend du temps, ça prend de l'argent, c'est difficile à faire. Donc il faut être sélectif. On peut pas simplement se lancer à l'aveuglette. Donc il faut qu'on discute avec les collègues, et encore une fois avec des collègues avec qui on parlait pas tellement avant, les collègues de droit, les collègues de sciences sociales, pour arriver avec des éléments clés de ce qu'on veut apprendre et les expériences qu'on veut donner à la fois à nos étudiants et aux gens qui viennent dans le Cyber Ranch, dans notre laboratoire. Ça va probablement changer dans les années à venir, mais
aujourd'hui, un professeur, un chercheur comme vous, qui avez une équipe d'étudiants aussi, qui travaille fort, qui planche sur aujourd'hui, mais qui regarde vers demain, à quoi ça ressemble aujourd'hui, le type d'études, de recherche que vous faites au niveau de la cybersécurité? Vous vous intéressez à quoi plus particulièrement? Les choses ont beaucoup changé récemment, comme pour tout le monde, avec la popularité de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage machine. Depuis quelques années déjà, j'ai commencé à utiliser les modèles pour résoudre certains problèmes. Donc, par exemple, on travaille toujours beaucoup dans la détection d'attaques ou de scams ou de choses comme ça sur Internet. Et donc, ça fait maintenant un moment qu'on regarde ce problème en utilisant des outils d'intelligence artificielle. On essaie de former des modèles pour essayer de détecter, de trouver des choses rapidement, sans passer par des règles, mais plutôt par de l'apprentissage. Quand on a commencé à faire ça il y a quelques années, il y avait peu de gens qui faisaient ça. Quand on a présenté ça dans les conférences, il y avait peut-être une présentation sur 10 qui parlait de ça. Aujourd'hui, il y a peut-être une présentation sur 10 qui ne parle pas de ça. Tout le monde utilise ce genre de choses. Donc pour nous, c'est un outil qu'il nous faut vraiment maîtriser. Et moi, en tant que chercheur en sécurité, ça m'intéresse d'utiliser cet outil pour résoudre mieux des problèmes que je savais pas résoudre avant. Je suis aussi très intéressé par les conséquences en sécurité du déploiement de ces systèmes. C'est-à-dire que ces systèmes sont peut-être capables de résoudre des problèmes qu'on ne savait pas bien résoudre avant, mais ils ont aussi leurs propres failles. Donc, comme on déploie et comme on a de plus en plus de systèmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle ou sur l'apprentissage machine, les vulnérabilités de ces systèmes deviennent de plus en plus importantes. On est en train de revivre ce qu'on a vécu plusieurs fois dans le passé, où on déploie des technologies pour résoudre des problèmes, et en déployant ces technologies, on introduit... On en crée d'autres. Oui. On en crée, et généralement, quand on parle de sécurité, c'est rarement la première chose qu'on prend en compte. Donc on voit que quelque chose peut faire quelque chose d'intéressant, on le déploie, et après, en fait, voilà tout un ensemble maintenant de problèmes qu'il va falloir résoudre doucement. Et donc là, c'est clairement ce qu'on est en train de faire avec l'IA. Et donc pour nous, ça nous tient pas mal occupés. Ça nous tient pas mal occupés. Et donc la différence pour moi, c'est ça, c'est que depuis 15-20 ans que je fais ce travail, mes étudiants, c'était des informaticiens qui s'intéressaient de temps en temps, regardaient un peu comment ces modèles pouvaient aider pour être des outils pour résoudre le problème. Et de plus en plus, et maintenant la majorité de mes étudiants sont des gens qui sont formés en intelligence artificielle et en apprentissage machine et qui s'intéressent à un champ d'application qu'est la sécurité. Donc on a renversé la vapeur, ces gens qui viennent de l'IA vers la sécurité au lieu d'être des gens de la sécurité qui vont vers l'IA. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant que vous avez en place ce centre de formation universitaire? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour les gens qui vous entourent et vous-même? Alors, nous, on veut développer du contenu qui ait un impact pour nos étudiants, mais aussi pour la société. Donc, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est qu'on rencontre les bons partenaires, que les gens viennent et nous aident à définir le bon contenu, ce qui va vraiment marcher. Depuis ce partenariat-là et d'autres partenariats qu'on a établis en même temps sont là et sont forts parce que on essaie de pas s'isoler. Dans les universités, on a tendance à s'isoler, on a tendance à travailler dans notre coin et à résoudre nos propres problèmes. Et c'est une erreur. Et donc j'espère beaucoup de cette interaction pour nous aider non seulement à développer le contenu pédagogique
qui est nécessaire, qui marche, que les partenariats nous permettent de faire plus que simplement définir de l'enseignement, mais aussi de définir des méthodes, résoudre des problèmes qui soient plus généraux, et aussi que à travers ces interactions, on puisse définir de nouveaux problèmes de recherche, parce que quand même, on est une institution de recherche. Donc, l'enseignement, c'est, disons, la moitié de notre préoccupation. L'autre moitié, c'est la recherche. Et on veut utiliser cet espace pour augmenter l'impact de notre recherche, la rendre aussi plus multidisciplinaire et différente. Enfin, faire des choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent. C'est quand même une opportunité exceptionnelle qu'on a et on veut la saisir autant que possible. En tout cas, dans toutes vos réponses, je sens la volonté de vouloir redonner. Et Guy Vincent Jourdan, je rappelle, vous êtes co-directeur du laboratoire de l'Université d'Ottawa en collaboration avec IBM, le Cyber Range. Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions. Merci d'avoir pris le temps de me les poser. À une époque où l'intelligence artificielle et le numérique prennent une place importante dans nos vies, les questions d'éthique et d'impact sociétal sont plus pertinentes que jamais. C'est dans ce contexte que l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, vient de recevoir une subvention de 15 millions de dollars des fonds de recherche du Québec. On dit que ce financement servira à stimuler la recherche interdisciplinaire, renforcer la formation scientifique et susciter le débat public. Pour en savoir plus sur cet observatoire et ses nouveaux projets de recherche, on rejoint à l'instant Lise Langlois, la directrice générale de l'Observatoire. Bonjour, Madame Langlois. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoutez, avant qu'on rentre dans votre actualité, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment pour présenter l'Observatoire correctement. Qu'est-ce que c'est et c'est quoi la genèse de son apparition dans le firmament de la réflexion et de la recherche de l'IA au Québec? Bien, merci pour cette question. La genèse de cet observatoire-là découle d'un groupe qui a été mandaté par le recteur de l'époque, M. Breton, de l'Université de Montréal, qui avait formé un groupe, une grappe industrielle pour réfléchir à l'impact de l'intelligence. En fait, c'était pas le mot le mot impact de l'intelligence artificielle, mais sur l'intelligence artificielle au Québec. Puis, ce groupe-là avait comme mandat de produire des recommandations. Et dans une de ces recommandations-là, on disait ce serait bien de se doter d'une structure, d'un observatoire pour réfléchir aux impacts de l'intelligence artificielle. Puis moi, c'est ça que j'aime du Québec, c'est que déjà en 2017, il y avait cette réflexion-là. On l'oublie, hein? On pense que c'est depuis ChatGPT que là, on commence à s'intéresser aux impacts, mais il y avait des gens qui réfléchissaient à ça. Et donc, on a confié aux scientifiques en chef de créer un concours pour mettre de l'avant une telle structure. Puis, on avait doté cette structure-là de 7,5 millions. Donc, c'était un appel à tous, puis on encourageait fortement les universités à collaborer ensemble. Donc, chaque université avait envoyé un représentant pour discuter, est-ce qu'on fait un projet commun, est-ce qu'on fait des projets différents. Donc, il y avait pendant plusieurs mois, des discussions autour de à quoi pourrait ressembler l'observatoire. Puis c'était beaucoup des scientifiques. Moi, je représentais à l'époque l'Université Laval et je participais vraiment comme une observatrice, mais engagée au débat parce que je suis éthicienne aussi de formation. Et à partir de là, on voyait qu'il y avait différents modèles d'observatoires. Quand on fait une recension de littérature sur les observatoires, on voit qu'il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles qui sont près de la société, d'autres modèles qui sont plus, je dirais, en recul, qui observent, comme le mot le dit, là, qui observent ce qui se passe dans la société, qui produit des rapports, etc. Puis on était un groupe où on voyait plus le modèle de l'observatoire comme un lieu engagé. Parce qu'on se disait que si on ne participait pas avec l'industrie, les différentes parties prenantes, on avait l'impression qu'on manquait quelque chose. Puis souvent, on a tendance à mettre
On aime ça, hein, peinturer dans des coins et catégoriser les gens, mais on se disait, il faut avoir une vision pluraliste, il faut amener un dialogue, puis comme on est un observateur, on va mettre toujours la science au cœur de ce débat-là. Fait que donc, ça, c'est le modèle qu'une équipe dont j'ai fait partie, qu'on a voulu mettre de l'avant. Alors, on était un noyau. Et il y avait une autre équipe qui proposait un autre modèle. Et donc, le scientifique en chef a reçu les appels, pas les appels, mais les demandes, excusez-moi, les projets, mon Dieu, les projets concernant ce modèle d'observatoire-là. Puis, il y a un comité international qui a procédé à l'évaluation. Puis, nous, on a su qu'on avait remporté le concours en novembre 2018. À partir de là, en 2018, on est aussi dans la finalisation de la Déclaration de Montréal, qui avait obtenu une subvention pour développer une démarche démocratique sur des principes éthiques. Puis, en décembre, on a fait le lancement de la Déclaration de Montréal, puis on en a aussi profité la veille pour annoncer les gagnants du concours scientifique là, pour créer et mettre en place l'observatoire. Donc, moi, dès janvier, je portais la demande. Au nom, à l'époque, on avait 170 chercheurs qui s'étaient ralliés à cette vision-là, puis des chercheurs qui provenaient des 3 secteurs, c'est-à-dire sciences humaines et sociales, santé, puis sciences et génie. Et une des conditions du concours scientifique, c'était qu'il y ait un certain nombre d'universités. Excusez-moi, je me rappelle plus si c'était 4. Oui, je pense que c'était 4 et quelques cégeps. C'était ça là, le minimum là, à respecter. Et un autre critère, c'était qu'il fallait que 60% du budget soit consacré à la recherche. Donc, nous, quand on a déposé la demande, on avait 9 universités, puis on avait 9 cégeps et collèges, parce qu'on a approché aussi les collèges privés qui... Déjà, à l'époque, je voyais que il y avait certains collèges qui réfléchissaient à l'intelligence artificielle, à l'implanter dans leur cursus. Puis là, il y avait des réflexions, on fait un tronc commun, puis après ça, on fait des filiales, etc. Il y avait beaucoup, beaucoup de bouillonnement du côté des cégeps et des collèges, puis je trouvais ça vraiment assez intéressant. Donc, on remporte le concours, on est bien heureux et en janvier, eh bien, back to reality, il faut mettre la structure en place. Et donc, c'est ce que moi, je me suis attelée à faire là. Le programme qu'on avait proposé, là, il était sur papier, puis sur papier, c'est une chose, mais là, maintenant, il faut concrétiser le tout. Puis, c'est ce qu'on a fait là avec une petite équipe. On a commencé à penser à des programmes de bourse, penser à des programmes d'appel à projets innovants dans lesquels on était très conscient, en tout cas moi, du moins, là, j'étais très consciente que là, on allait structurer un corpus de connaissances au Québec particulier. Alors, on a beaucoup, beaucoup réfléchi aux critères. On se disait obligation d'interdisciplinarité, obligation d'intersectorialité. Puis, vous savez, on en parle de ça, l'interdisciplinarité, mais souvent, on est, par exemple, en intelligence artificielle, puis on est en biologie, puis en neurosciences, etc. Il y a des connivences qui sont plus faciles. Fait que là, on voulait un petit peu pousser les gens là plus fortement pour qu'ils ouvrent à d'autres disciplines comme sciences humaines et sociales. Alors, c'était un peu le combat au départ quand on a structuré ces programmes-là. Puis par la suite, on avait des axes. Au sein de l'Observatoire, il y a 7 axes. Puis là aussi, on imposait des collaborations interaxes. Donc, ça a été des gens, sans mentir, au début, là, des fois, il y avait des collages. Là, c'était, des gens qu'on met là. Mais là, il fallait créer une dynamique, une mobilisation. Puis ça demandait beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Alors, on a passé beaucoup de temps à travailler cet accompagnement-là, comment travailler ensemble, comment réfléchir ensemble. Puis là, arrive la pandémie. Puis ça a été sincèrement une belle opportunité parce que là, on a senti que cet événement-là de pandémie, puis moi, j'étais allée chercher une subvention de 200 000 pour apporter une réflexion aux décideurs politiques
au regard de la pandémie parce que là, on était dans l'effervescence des applications de notification de contact. Et là, tout de suite, il y avait une équipe qui a commencé à faire une recension des écrits sur qu'est-ce que ça a donné ces applications-là. Est-ce que c'est nouveau? On a bien vu que c'était pas nouveau, que c'est quelque chose qui existait même dans les années, fin des années 80. Moi, j'ai été surprise d'apprendre ça avec toutes sortes de moyens qui se sont perfectionnés, puis que certains pays d'Asie qui avaient mis ça en place, ben ça donnait très, très peu de résultats. Fait qu'on a creusé la question, puis là, on a commencé à apporter des réponses au gouvernement en disant oui, mais puis en même temps, ben, on commençait à consulter la santé publique, particulièrement la directrice de santé publique de Montréal, le docteur Drouin, puis on lui demandait, on avait des rencontres, on disait qu'est-ce qui se passe à Montréal? Comment on peut aider? Comment on peut soutenir? Est-ce qu'une application pourrait être utile, etc.? Puis c'est par ces démarches-là de consultation, parce que cet élément-là de consultation était majeur, qu'on a vu que eux, leur stratégie, ce n'était pas d'avoir une application, c'était du porte-à-porte. C'était de rejoindre les gens qui étaient les plus vulnérables. Alors, tout ça a fait son chemin. Quand on a mis en place plusieurs réflexions puis plusieurs documents autour de la pandémie, après ça, on a réfléchi sur toute l'accumulation de ces connaissances-là qu'on avait accumulées, mais surtout sur la méthode qu'on avait mis en place. Une méthode de participation, une méthode plus proche des citoyens, une consultation puis couplé de ça avec soit des recensions, soit des analyses, etc. Puis, on a vu qu'il y avait comme une démarche particulière qui correspondait et qui répondait à des besoins qui étaient, je vous dirais, proches de ce que la société voulait. En tout cas, du moins un groupe. Mais la pandémie a été un laboratoire. Oui, dans plusieurs domaines. Mais là, c'est intéressant parce que vous me parlez concrètement d'un travail sur lequel vous avez fait. Mais quand je regarde ça, là, dépendamment à partir de quand on commence à compter, c'est 4 ou 5 ans maintenant que vous existez. Si ma mémoire est bonne, c'est quelque chose comme une vingtaine d'équipes de recherche qui ont travaillé pendant ce temps-là. C'est quoi votre bilan de cette première partie de l'existence de l'Observatoire? Oui, c'est bien de rappeler que ça fait juste 4 ans parce que on s'en va sur notre 5 ans là, en 2024. Ce que je regarde, c'est que au début, c'était vraiment de mettre en place cette structure, mais surtout de travailler sur l'interdisciplinarité. Puis ce n'était pas quelque chose qui était acquis. Et je me rappelle que quand je voyageais en France pour présenter, entre autres, là, je dis la France, mais il y avait d'autres pays, l'Observatoire, tout le monde me disait « Comment vous faites pour travailler? » Nous, on sait qu'on doit le faire, mais on ne sait pas comment le faire. Alors nous, le comment, on a passé beaucoup de temps à travailler ça. Puis ça, c'est pour ça que je disais, ça demandait beaucoup d'accompagnement. Ça demandait d'être très, très, très présent au sein des axes, au sein des équipes qui réfléchissaient aux enjeux puis aux impacts de l'intelligence artificielle, puis de voir les initiatives qui montaient. Par exemple, je me rappelle, l'Axe Travail était beaucoup mobilisé avec les syndicats. Puis on voyait bien que les syndicats commençaient à réfléchir aux impacts, aux compétences, à la transformation du travail, aux effets de l'intelligence artificielle sur le travail. Alors donc, c'est surtout ces opportunités-là de mobilisation puis de concertation qu'on a mis de l'avant. C'est sûr qu'il y avait d'autres projets, d'autres initiatives, mais quand on voyait qu'il y avait beaucoup de mobilisation, beaucoup de concertation, puis surtout que le dialogue était au centre de la démarche, moi, personnellement, j'encourageais beaucoup ça parce que je me disais que c'est comme ça que ça va structurer une façon de faire au sein de l'Observatoire, parce qu'on a beau avoir une mission puis des valeurs, vous le savez comme moi, ça peut être bien beau sur papier, mais dans la réalité,
comment on le fait. Non, puis surtout qu'il y a une large partie du financement qui va dans les recherches. Je veux vous amener à votre actualité et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler cette semaine. Là, bonne nouvelle, vous recevez du nouveau financement, des subventions qui vont aller encore à la recherche. Dans quel domaine? Qu'est-ce qui vous intéresse d'investir maintenant comme domaine? Je vais faire un petit pas pour vous expliquer dans quel domaine maintenant on a investi. Notre budget a été doublé. Alors, on est passé de 7,5 millions à 15 millions. Puis ça, pour nous, c'était un engagement politique fort que le Québec a pris envers les impacts sociétaux. Puis, quand on a travaillé sur renouvellement, parce qu'on a dû présenter un rapport, on a dû présenter notre phase 2 aux scientifiques en chef et au comité international qui évaluait le tout. Eh bien, nous, 1 an avant, là, imaginez, là, on n'avait pas beaucoup d'années derrière nous, mais 1 an avant, on a mis en place un comité de travail pour réfléchir quelle pourrait être cette phase 2. Et c'est ce comité de travail qui a consulté, discuté, réfléchi, puis proposé des choses au comité scientifique en disant, là, maintenant, cette phase 2, il y a par exemple, la phase 1, il y a eu beaucoup de projets qui ont suscité de la mobilisation, de la concertation. Puis comme je vous dis, on avait réfléchi à la manière dont on pense l'interdisciplinarité, comment on place la consultation au cœur de notre démarche, puis la participation citoyenne. Et là, on a dit, ben là, ces réflexions-là autour de cette méthode, cette façon de faire, ben doit être au cœur de la phase 2. Parce que c'était toujours derrière, si on veut, c'était comme une façon, mais là, on l'a comme officialisé. Alors, la phase 2, ça a été de dire, oui, on va garder des programmes parce on est quand même, on a une obligation de produire des programmes d'appel à projet. Donc, ça, c'est une bonne partie du budget. On soutient aussi le programme de bourse. Donc, pour les étudiants, c'est une autre composante très importante. Puis ensuite, les postdoctorants, dans lesquels on a plusieurs ententes. On a augmenté au niveau des bourses puis du soutien postdoctorat, on a augmenté nos collaborations avec d'autres organisations. Donc, ça fait des enveloppes un peu plus grandes. Puis, hormis ça, on a gardé le cœur de notre travail, c'est-à-dire les axes qui travaillent selon différents thèmes. Mais par la suite, on s'est dit, on va créer des chantiers thématiques. Puis, ces chantiers thématiques doivent venir de la base. C'est-à-dire que si vous êtes je vais reprendre l'image d'une organisation syndicale, vous réfléchissez de plus en plus dans votre secteur aux transformations que l'intelligence artificielle a sur votre travail. Vous avez plusieurs partenaires. Vous dites, voilà, nous avons une thématique que nous aimerions approfondir avec les chercheurs. Puis, les collaborations se mettent en place. Ça devient un chantier thématique, mais qui origine de la base, qui vient pas, par exemple, de moi, en disant, ben là, il faut qu'on réfléchisse à ça parce que c'est une priorité de l'écosystème. Mais on veut vraiment commencer à mobiliser des préoccupations qu'on voit parmi les différents groupes de la société à l'égard des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, puis soutenir ce travail-là. Donc, on a réservé une enveloppe assez importante financièrement là, pour soutenir environ 4 projets par année. Puis c'est des projets peut-être pas tous les sous nécessaires parce qu'on donne un démarrage de 50 000 $. C'est le budget sur lequel on s'est arrêté, c'est-à-dire de financer 4 projets de 200 000 par année. Mais on s'est dit qu'avec ce démarrage-là, les chercheurs qui sont impliqués avec les partenaires sont capables d'aller miser puis aller chercher d'autres budgets par la suite. Puis nous, de par notre structure aussi, on a mis beaucoup d'emphase sur la mobilisation, le partage et le transfert des connaissances. Parce que ça, c'était un autre défi qu'on avait. On voyait qu'il y avait une grande productivité parmi la communauté scientifique, puis même aussi parmi les parties prenantes. Là, j'inclus tout parce qu'on est dans une vision pluraliste, mais on n'avait pas de moyens dans la phase 1 de l'Observatoire pour soutenir ces projets-là auprès de la société. Donc, on était souvent obligés de prioriser, puis des fois, ça nous crevait un peu de voir qu'on ne pouvait pas prioriser tel projet de recherche d'un chercheur qui l'avait fait, par exemple, avec 2-3 établissements de santé qu'on trouvait très porteurs parce qu'on n'avait pas assez de moyens financiers. Tandis que là, maintenant,
On a accordé une bonne partie aussi du budget pour la mobilisation, puis le partage, puis le transfert. Et on a procédé à des embauches, des gens spécialisés dans ce domaine-là, pour qu'ils puissent nous accompagner en fonction des projets, mais des projets qui répondent à des besoins de société. Pas qui répondent, par exemple, à mes priorités, moi, de gestionnaire ou des priorités autres, mais vraiment des projets qui répondent aux besoins de la société. Puis c'est ça un peu le cœur. C'est que on s'est dit que si on prend en considération notre contexte à nous, qui est un contexte québécois, et qu'il y a des préoccupations de littératie, de compétences, de données de santé, on en a fait l'année dernière, puis je sais que vous étiez présents à ces colloques-là. Donc, ça fait en sorte que là, maintenant, on se dit, OK, là, maintenant, quels seraient les outils à mettre en place pour outiller ces différentes parties prenantes et les aider. Puis ça implique même aussi les développeurs, parce qu'on voit que chez les développeurs de l'intelligence artificielle, ils veulent connaître les bonnes pratiques, ils veulent bien agir. Alors, on a aussi une responsabilité comme scientifique de réfléchir à ces outils-là sur le plan du transfert des connaissances. Puis, on travaille dans cet esprit-là. Mais je vous dirais que la section de chantier thématique qui vient d'un besoin sociétal ou par différentes organisations de la société civile, plus le transfert, je vous dirais que c'est les deux briques là, qu'on voyait poindre dans la phase 1, mais qu'on n'arrivait pas à soutenir financièrement et dans lequel on a dit, ben là, c'est le temps là, de mettre l'accent sur ces éléments-là. C'est sûr qu'il y a plusieurs autres petites choses, mais c'est vraiment là, les éléments là, majeurs que je vois. En terminant, des gens qui voudraient suivre les travaux de l'Observatoire, les publications, mais aussi qui voudraient rentrer en contact avec vous, parce qu'ils pourraient aussi vous aider à faire la différence dans des secteurs, comment ils peuvent le faire? En fait, c'est très facile, ils peuvent m'écrire. Puis aussi, on a un responsable des communications qui peuvent communiquer justement avec communication et l'adresse de l'Observatoire, mais ils peuvent m'écrire à lise.langlois@observatoire-ia.ulaval.ca, mais ils peuvent aussi aller sur le site. Nous avons toutes les coordonnées des personnes impliquées. Excellent. Alors, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, c'est de ce dont on parlait. Je m'adressais à Lise Langlois, qui en est la directrice générale. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps pour me parler. Merci de m'avoir invité. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Au tour maintenant de mes collaborateurs. Avant de passer d'ailleurs à Thierry Weber, je voulais remercier les gens qui ont pris le temps de commenter l'usage d'une voix de synthèse pour le billet de la semaine dernière qui a été offert par Thierry, enfin par sa voix de synthèse. Somme toute, l'expérience a plu, en a surpris quelques-uns, puis il y en a d'autres qui avaient découvert le subterfuge, mais en tout cas, merci d'avoir laissé un mot. Cette semaine, c'est bel et bien le vrai Thierry Weber, en chair et en voix, qui est avec nous pour nous parler de robotique en Suisse. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Les futurs robots de Boston Dynamics seront aussi imaginés à Zurich. La division de recherche en AI et robotique de Boston Dynamics s'installe à Zurich pour profiter de l'écosystème dynamique de la région et établir des liens avec les universités européennes. Le robot Spot de Boston Dynamics crée régulièrement le buzz. Ses vidéos captivant le public avec ses mouvements autonomes et son allure futuriste, voire dystopique. Boston Dynamics, majoritairement possédé par Hyundai depuis maintenant 3 ans et issu d'une scission du MIT, annonce aujourd'hui l'ouverture de nouveaux bureaux à Zurich pour sa division de recherche en intelligence artificielle. L'AI Institute de Boston Dynamics se concentre sur la résolution des problèmes les plus importants de l'intelligence artificielle liés à la robotique, dans le but de réaliser des avancées fondamentales
dans l'ingénierie et la science de la robotique et d'autres machines intelligence, précise l'annonce. Cette expansion à Zurich a pour objectif de poursuivre la croissance de l'entreprise tout en recrutant les meilleurs talents en Europe. Les recrutements ont d'ailleurs déjà commencé. Créé en 2022, l'AI Institute compte aujourd'hui plus de 150 employés à temps plein et 10 professeurs invités qui œuvrent dans plus de 100 000 m² de laboratoires et de bureaux aux États-Unis, à proximité du MIT. Le choix de Zurich pour une expansion européenne n'est pas un hasard. Le Robotic System Lab de l'EPFZ, l'école polytechnique de Zurich, l'école polytechnique fédérale de Zurich, est reconnue pour son expertise dans le domaine et a vu naître des startups prometteuses comme Anybotics, dont les robots d'inspection résistent aux déflagrations. L'Autonomous System Labs est également réputé notamment pour sa spin-off Ascento, qui a récemment levé 4,3 millions de dollars pour le développement de robots autonomes utilisés comme agents de sécurité. Avec ses équipes en constitution à Zurich, l'AI Institute de Boston Dynamics vise à faire progresser les systèmes robotiques intelligents et agiles, capables de fonctionner dans des environnements extrêmement exigeants. Les recherches se focaliseront sur des domaines clés tels que l'intelligence artificielle, la conception matérielle, l'apprentissage automatique, la manipulation mobile habile et l'éthique robotique. Des collaborations sont prévues avec des universités et des organismes de recherche européens pour enrichir l'écosystème. Ces efforts promettent d'explorer de nouvelles frontières dans l'interaction homme-machine et d'accroître les capacités de la robotique. Boston Dynamics prévoit aussi de s'intégrer dans le tissu industriel local à travers des partenariats stratégiques et des initiatives éducatives. L'entreprise s'engage dans des programmes de mentorat pour soutenir les jeunes talents en Europe, favorisant ainsi un écosystème d'innovation ouverte. Cet engagement de Boston Dynamics à Zurich est un catalyseur pour de nouveaux progrès technologiques en Europe, avec l'objectif de transformer ces secteurs clés comme l'industrie, la santé et la logistique grâce à des technologies automatisées. L'entreprise se consacre à une recherche responsable et éthique adhérant aux principes d'une robotique qui respecte les normes sociétales et humaines. En conclusion, l'expansion de Boston Dynamics à Zurich représente un pont entre continent et culture rassemblant des esprits brillants autour d'une vision commune, celle de façonner un avenir où robots et intelligence artificielle travailleront en synergie avec l'humanité pour relever les défis de demain. Avec cette implantation en Suisse, Boston Dynamics est prête à inaugurer un nouveau chapitre de son histoire d'innovation en robotique. Allez, n'oubliez pas de ranger votre robot une fois sa mission terminée. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Stéphane Ricoul s'intéresse aux campagnes d'influence sur les réseaux sociaux, particulièrement dans le cadre du conflit Israël-Hamas. C'était déjà le cas pour la guerre en Ukraine, mais il semblerait que cela atteigne aujourd'hui des sommets jamais vus avec la guerre en Israël. La désinformation nous oblige à être confrontés à une autre guerre, celle des mots, celle des images. Un seul jour après le début du conflit, environ 1 compte sur 4 sur Facebook, Instagram, TikTok et X, publiant des informations sur le conflit, semblait être faux. Une vue de la chose qui se veut israélo-américaine, puisque je l'ai extrait d'un article du New York Times qui met en évidence la mesure des menaces sociales liées à la désinformation en ligne et les réseaux de robots, réalisé par Siabra, une société de renseignement basée à Tel Aviv et qui analyse les milliards de conversations qui ont lieu en ligne et sur les réseaux sociaux et détecte les campagnes de désinformation. Et pour eux, c'est très clair. L'Iran, la Russie et dans une moindre mesure la Chine ont utilisé les médias d'État et les principales plateformes de réseaux sociaux pour soutenir le Hamas, tout en dénigrant le principal allié d'Israël, les États-Unis, créant par le fait même un second conflit, celui d'une guerre mondiale en ligne. Une affirmation qui repose sur le recensement d'au moins
40 000 robots ou comptes inauthentiques en ligne depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, mettant en ligne du contenu viscéral, chargé d'émotions et politiquement orienté. Ils sont néanmoins pas les seuls, bien évidemment, à analyser ce qui se passe sur les réseaux sociaux en lien avec ce conflit. Et pour l'Institute for Strategic Dialogue basé à Londres, les comptes affiliés à l'État iranien ont glorifié l'attaque du Hamas, la qualifiant de coup stratégique contre Israël et accusant les États-Unis d'être responsables des souffrances palestiniennes. Les médias affiliés à l'État russe ont, eux, instrumentalisé le conflit actuel pour corroborer leurs discours anti-occidentaux et anti-ukrainiens, ont diffusé des informations fausses et non vérifiées, notamment des affirmations selon lesquelles l'Ukraine aurait fourni des armes au Hamas et selon lesquelles l'hôpital de la ville de Gaza, détruit le 17 octobre dernier, aurait été touché par une bombe fournie à Israël par les États-Unis. Et enfin, les médias d'État chinois ont dénoncé les États-Unis qui cherchaient, soi-disant, à tirer un avantage économique de l'escalade et critiquer les politiciens occidentaux et les grands médias pour avoir fermé les yeux sur les victimes de Gaza. Cette portée des réseaux sociaux, additionnée de ce laxisme dans le contrôle de l'information qui s'y trouve, nous mène tout droit vers une société polarisée, déplaçant les conflits là où le souhaite le plus verbeux, le plus manipulateur, avec les risques de soulèvement qui viennent avec, faisant dire au directeur du Global Engagement Center du département d'État américain, James P. Rubin, que nous sommes engagés dans une guerre de l'information non déclarée contre des pays autoritaires. Le Hamas a eu recours à une stratégie médiatique inspirée par des groupes comme l'État islamique, en diffusant des images via des comptes de robots provenant de pays comme le Pakistan, contournant ainsi les interdictions du Hamas sur Facebook et X, selon les chercheurs du SIABRA, la société de renseignement sur les réseaux sociaux basée à Tel Aviv. Une vidéo d'un homme armé du Hamas tirant avec son fusil d'assaut sur une voiture remplie de civils israéliens a été visionnée plus d'1 million de fois sur X. Une photographie de civils israéliens morts éparpillés au bord d'une route dans un kibboutz israélien près de la bande de Gaza a été partagée plus de 20 000 fois sur X. Un enregistrement audio des appels à l'aide désespérés d'une jeune israélienne alors qu'elle était kidnappée chez elle a été partagé près de 50 000 fois, toujours sur X. Les réseaux sociaux sont devenus des zones sans éthique, où les guerres ont fait leur place et où vous pouvez simplement aller et faire ce que vous voulez sans être réellement inquiété. Peut-être une vue de la chose, me direz-vous, choquante, violente et inquiétante quand on sait que même si les niveaux de confiance dans les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont généralement faibles dans le monde entier, puisqu'il est de plus en plus difficile de distinguer les informations fiables de la désinformation, les informations fausses ou trompeuses se propagent tout de même beaucoup plus rapidement sur les réseaux sociaux, 6 fois plus pour être précis, et peuvent donc toucher un public mondial en quelques heures. Peur et confusion font alors partie des stratégies de désinformation de ceux qui veulent déstabiliser. Et quand on parle d'instrumentaliser une situation aussi conflictuelle qu'une guerre, il faut être conscient que cela se fait, dans la plupart des cas, des deux bords. Le gouvernement israélien a effectivement lui aussi utilisé les réseaux sociaux comme levier en invitant des influenceuses et influenceurs à filmer et commenter des scènes ayant été visées par des attaques du Hamas. Des influenceuses et influenceurs qui partageaient auparavant du contenu sur leur voyage, sur la mode ou sur la bouffe et qui font depuis des publications sur le conflit armé. Nous sommes plus proche d'une volonté de manipulation de l'opinion publique que de la réelle information. Une stratégie d'Israël pour gagner la guerre d'image que se livrent les deux camps sur les réseaux sociaux à coups de contrats proposés aux influenceurs et influenceuses, que ce soit sur TikTok ou YouTube, peu importe tant que l'on est capable de rejoindre un maximum de personnes. Le journal Libération en France a même réussi à donner un nom à cette initiative, le Kibbutz Tour, et écrit sur le fait que le gouvernement d'Israël est allé jusqu'à insérer des publicités contre le Hamas sur YouTube ou dans des jeux vidéo comme Candy Crush ou Angry Birds. Via les réseaux sociaux et donc tous les jeunes,
L'État hébreu parvient ainsi à toucher et mobiliser des communautés habituellement éloignées des sujets géopolitiques. Dans une guerre mondiale des mots, celui qui crie non pas le plus fort, mais le plus souvent et surtout le plus longtemps, gagne à l'usure, réussissant à influencer. Nos brèves de comptoir étaient circonscrites à chacun des bars où l'on retrouvait le chialeux en chef qui savait tout sur tout, il faisait savoir. Elles se sont démocratisées et se sont rendues accessibles par quiconque voudrait les entendre à travers les réseaux sociaux appartenant aux tenanciers du XXIe siècle qui, comme ceux du XXe siècle, n'ont qu'un seul objectif, celui d'avoir un bar rempli à craquer dans lequel les profits coulent à la vitesse de la tireuse à bière, peu importe ce qui s'y dit. C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes en Suisse pour parler d'éthique de l'utilisation des données. Je suis full international cette semaine. Oui, je nous amène en Suisse. Je parle avec Yannick Even, qui est un chef d'équipe dans le domaine de la surassurance. C'est ces compagnies qui sont engagées par d'autres compagnies d'assurance pour un peu donner des directions globales. Ils font de la recherche scientifique là-dedans sur la data et tout ça. Et Yannick est le chef d'équipe là-dedans, un chef d'équipe d'une équipe de programmation de gestion de la data. Et on parle effectivement de l'éthique de l'utilisation des données. Et évidemment, tu me connais, j'ai poussé ça un peu plus dans le domaine de l'humain. Mais pour d'ailleurs finir ma phrase sur le fait que c'est international, son équipe est à Hong Kong. Donc, lui est en Suisse. Il a été à Hong Kong pendant 14 ans et là, maintenant, il est retourné en Suisse avec sa famille puisque il est d'origine française. Donc, on est comme ça à Montcarnet, on fait des shows internationaux. Donc, d'habitude, je ne te demande pas ça, mais qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue-là? Écoute, je vais pas vendre la mèche de la fin de l'entrevue, mais en gros, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant pour quelqu'un qui est très orienté sur les données, c'est que malgré ça, malgré tout ce qu'on est en train de faire avec les algorithmes, l'humain a encore une importance capitale pour prendre des décisions finales, surtout dans le domaine de l'assurance. Ça m'a vraiment impressionné d'entendre ça, de dire oui, OK, on a beaucoup d'algorithmes, mais ils sont en réalité en support à des décisions qui doivent rester profondément humaines. Parce que même si les data donnent énormément d'informations sur des groupes d'humains, tu peux avoir deux personnes du même groupe qui ont identifié dans les assurances, tu vas te retrouver quand même avec deux humains complètement distincts. Un, tu vas vouloir assurer et l'autre peut-être pas. Donc, ça reste encore très humain comme processus décisionnel selon lui. Jean-François, merci pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut, à la semaine prochaine. Donc voilà qui je suis, donc IT engineer. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en France pour des grands groupes internationaux sur ce qui s'appelle data management et business intelligence. Et ensuite, j'ai voulu, avec mon épouse et mes enfants, me relocaliser en Asie en 2008. Donc j'ai décidé de prendre une année sabbatique, de faire un MBA en Inde. Et à la suite du MBA, je me suis retrouvé à Hong Kong. Donc en 2009. Et à Hong Kong, j'ai commencé à travailler pour le monde de l'assurance. Ça fait 14 ans que je travaille pratiquement uniquement que pour des assureurs. En tant que consultant d'abord, notamment pour KPMG pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai rejoint une compagnie qui s'appelle Swiss Re, qui est le numéro 2 ou numéro 1, suivant les datas que tu regardes, du monde de la réassurance. Donc la réassurance, qu'est-ce que c'est? C'est en fait les compagnies qui aident les assureurs à mieux comprendre les risques de leurs usagers, que ce soit des usagers individuels ou que ce soit des usagers des compagnies corporate. Et donc, les réassureurs sont des compagnies qui sont vraiment très focalisées sur la compréhension du risque et de plus en plus des modèles très fins, de plus en plus granulaires, de plus en plus prédictifs, qui aident en fait à comprendre le risque, à pouvoir le mesurer dans un certain temps, de pouvoir le prédire, de pouvoir aussi faire de la promotion pour la prévention, pour réduire le risque. Et donc, pour revenir à ta question, moi, je gère une équipe de data scientists et data engineers qui en fait aident nos collègues réassureurs et nos clients, les assureurs, à construire des modèles d'intelligence artificielle pour mieux comprendre le risque, pour mieux gérer le risque de façon plus pertinente, plus efficiente. Donc, vous accumulez du data, vous voulez gérer le risque,
Mais là, donc, vous simulez des choses et c'est là où pose des questions sur Exactement. l'impact sur les humains. Mais en faisant ça, on imagine certains comportements, certaines façons de faire ça. On essaie de créer de multiples scénarios et est-ce qu'on porte à un moment donné pas des intentions à des groupes d'humains qui n'auraient peut-être jamais posé pour mieux se protéger en tant que compagnie d'assurance? Et ça amène tout plein de questions au niveau de l'éthique, là. Non, tout à fait, tout à fait. Donc, depuis le début de l'assurance, donc il y a plus de 300-400 ans, l'éthique est au cœur du monde de l'assurance. Parce que l'assurance est une des industries qui est basée sur la confiance. Parce que la plupart, l'assurance aujourd'hui est basée sur la confiance depuis toujours. Un contrat entre différents individus. C'est un écosystème d'acteurs qui en fait protège contre un risque qui n'est pas encore intervenu. Sur lequel il y a une certaine probabilité. Donc, les risques qui sont sûrs d'arriver, il n'y a pas d'assurance. L'assurance n'est là que sur des risques avec une certaine probabilité. Et cette probabilité est en gros le contrat de confiance qui lie un peu les individus ou les compagnies qui prennent ce contrat. Donc, on a des niveaux de risque qui sont plus ou moins acceptés. Qui nous permettent en fait de donner un prix qui est un prix raisonnable et qui nous semble juste par rapport à la science de la modélisation du risque qui s'appelle actuarial risk. Donc, mais avec les AI, on va jusque où là, dans cette modélisation? On peut imaginer que les actuaires ont fait un excellent travail pendant 350 ans, mais maintenant on arrive à un moment où on peut modéliser jusque dans beaucoup plus de détails. Tu l'as dit, on a de plus en plus de data, on a des drones, on mesure tout. Je peux aller voir ton profil Facebook, à la limite, j'exagère. Non, tu n'exagères pas. En fait, j'étais fasciné. Un des derniers séminaires où j'étais, au Danemark, avec des clients, on a invité un ancien policier qui s'est reconverti en tant que un manager de claim. Il enquête en fait pour les assureurs pour trouver en fait les gens qui fraudent à l'assurance. Dans cette complexité-là, comment on arrive face à la compagnie d'assurance vient vous voir, vous crunchez les datas globalement, vous dites d'évaluer les risques pour ces compagnies d'assurance-là, mais l'utilisateur, l'assuré, le pauvre petit assuré qui à un moment donné se fait dire non pour une raison ou pour une autre, mais qui revient à la compagnie d'assurance, qui ont évalué qu'il y était trop de risques pour être assuré ou qu'il y a une prime très élevée et qui se dit, ou qui demande à l'assureur, mais pourquoi? Vous avez basé comment cette décision-là sur moi, juste moi? Est-ce qu'on doit lui dire, c'était un groupe qui était basé là-dessus? C'est quoi la redevabilité qu'on a en fait de transparence des algorithmes qu'on a mis en place pour arriver à ça? Alors aujourd'hui, dans la plupart des cas, on n'est pas encore dans le pouvoir de le faire à un niveau individuel. Mais effectivement, avec la puissance des algorithmes et des nouveaux modèles qui sont de plus en plus puissants, et puis accès à de plus en plus de données. Donc aujourd'hui, les données qu'on crée tous les 2 ans, j'avais lu cette statistique, les données qui sont créées tous les 2 ans, en gros, c'est autant que les données qui sont créées depuis le début de l'humanité jusqu'à il y a 2 ans. Donc, on crée de plus en plus de données. Il y a de plus en plus de capteurs connectés dans nos voitures, dans nos maisons, dans nos usines, dans nos villes, à nos poignets, bientôt dans nos cerveaux, dans les médicaments que l'on ingère. Il y a de plus en plus de capteurs qui sont de plus en plus connectés, qui interagissent, qui ont de plus en plus d'intelligence. 77% de ces capteurs ont au moins un algorithme qui prend la décision en temps réel. Souvent, c'est de la prévention. Mais du coup, les assureurs vont avoir accès à de plus en plus de données. C'est inévitable parce que ces données existent. Ils vont pouvoir un jour avoir effectivement ces modèles de prévision très puissants qui vont pouvoir aller à un niveau plus granulaire, voire à un niveau personnel de la prédiction du risque. Alors, on n'y est pas encore, mais il y a beaucoup de scénarios comme ça dans les livres. Mais quand on est responsable d'une équipe qui fait spécifiquement ça, data, AI, qu'on commence à regarder dans la responsabilité également, pour un grand groupe comme dans lequel tu travailles ou qui dessert encore beaucoup plus de grands groupes à travers le monde, comment on met ça en place? C'est quoi les paramètres qu'on se dit là maintenant et vers le futur? Nous, notre groupe va tenir compte de ci, de ça et de cela. Alors, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille sur ces sujets. Il y a même 12 ans, on a écrit en fait un papier, notamment sur
sur l'aspect vie et santé, sur l'éthique. Donc, ça fait quand même plusieurs années. Moi, personnellement, avec mon équipe en Asie, on a travaillé depuis 5 ans avec notre régulateur. Et ils ont en fait écrit en 2008 leur principe d'AI responsable qui s'appelle FIT. Donc, F, c'est pour fairness. E, c'est éthique. Le A, c'est accountability. Et le T, c'est transparence. Et ils avaient défini certains principes. Et ensuite, ils ont construit un consortium entre des compagnies de big tech, des banques, des assureurs comme nous, et quelques startups. Et on a travaillé ensemble, en fait, pour écrire les méthodologies, comment ces principes doivent être mis en action. Et donc, on a appliqué cette méthodologie de fairness, de justesse, pour ce modèle. Et on l'a appliqué notamment sur 2 données un peu sensibles. À Singapour, on a le droit d'utiliser le genre et l'ethnicité. On a le droit d'utiliser ça dans notre modèle de prédiction, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, on a voulu un peu voir si le modèle était juste autour de ces 2 attributs. Et on a vu que sur l'ethnicité, il n'y avait pas vraiment de différence suivant les ethnicités. Donc, il y avait différentes ethnicités. À Singapour, il y a plutôt 4 ethnicités: chinois, malais, indiens ou européens. Donc, il y en a d'autres, mais c'est les 4 principales. Donc, il n'y avait pas vraiment notre modèle ne faisait pas vraiment de discrimination sur ces attributs. Donc, ce travail qu'on a fait pendant 4 ans. Ensuite, le dernier papier qu'on a fait, c'était sur le même cas d'usage. On a appliqué la transparence. Mais la transparence, c'est aussi pouvoir, en tant qu'assureur et réassureur, expliquer non seulement à nos talents, mais aussi surtout aux clients. Est-ce que c'est peut-être pas ton groupe non plus, mais est-ce que vous validez aussi vos hypothèses de temps en temps en envoyant des enquêteurs sur le terrain? Est-ce qu'il y a un côté bien sûr. Anthropologique, ethnographique à dire on a tant de data, mais on doit faire un petit spot check de temps en temps pour voir si la data tient le coup, là? Bien sûr. Effectivement, c'est un des conclusions. La façon dont chacun on interagit avec un assureur est très différente, suivant les expériences qu'on a eues, suivant les discussions qu'on a avec les collègues, suivant les choses auxquelles on pense, suivant les choses auxquelles on fait. Je peux même te montrer 2 personnes du même âge, même BMI, mais rien qu'en les voyant, tu peux déjà dire qui a le plus gros risque. Il y a quelqu'un qui a l'air plus fit et plus mentally. Mais là, ça revient à notre point tout à l'heure. On a des statistiques, on a des algorithmes et on a de l'intelligence artificielle dans tout ça. Mais au bout de la ligne, la vérification humaine avec humain, ce que tu viens de décrire là, ça a encore le droit d'influencer l'assurabilité ou non. Non seulement influencer, mais pour moi, je pense est nécessaire pour justement réduire l'impact des biais dans nos données et avoir une meilleure compréhension du monde réel, notamment le monde non assuré, qui n'est pas dans les données assurance, pour construire des meilleurs produits et meilleurs services. Ce que je vois, c'est que l'intelligence artificielle aujourd'hui est et doit être pilotée par un humain. Et là, c'est un autre aspect qu'on n'a pas encore parlé. Ouais. C'est l'intelligence artificielle, ce n'est que du code qui est créé par des humains. Donc, on est très loin de l'intelligence artificielle qui crée du code par elle-même et qui devient une entité. Oui. On est encore dans les biais des gens qui la conçoivent. Exactement. Mais aussi, puisqu'il y a des gens qui la conçoivent, c'est aussi très important que ces gens soient éduqués sur les limites de la technologie, sur les limites des données avec lesquelles ils travaillent. Et un gros programme qu'on a à Swiss Re notamment, c'est on a un workshop de 3 jours. Qu'est-ce qu'une compagnie qui est gérée par la data? Qu'est-ce qui est possible de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle? Donc, on parle de l'intelligence artificielle générative, on parle des biais, on parle d'avoir un aspect critique par rapport à la façon dont la donnée est présentée. Yannick, j'aimerais te remercier. C'était super intéressant. Ça donne une nouvelle perspective sur la cohabitation entre l'IA et l'humain. Je te remercie beaucoup.
Eh ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Entre-temps, passez une excellente semaine et puis surtout, portez-vous bien.